l'ancien président lors de son dernier meeting à Yopougon. Est-ce que si d'aventure l'ancien président Laurent Gbagbo monte le mercure en demandant à ses partisans militants de descendre dans la rue, instigateurs, l'ordre public, est-ce que cette fois-ci il pourrait être interpellé? Merci de ce saut. Bon, nous avons mis des pas. Franchement, je pense que comme c'est la dernière et la seule. Donc je pense que vous allez, en répondant, faire en même temps le mot de fin, dire le mot de fin. Merci bien, M. Esso. Le président Laurent Gbagbo a été condamné, mais pourquoi il n'est pas arrêté? Moi, je crois que cette question peut être adressée aux juges. Ce sont les juges qui doivent savoir pourquoi. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des prisonniers ambulants. Le terme, ça existe. Vous êtes prisonnier, vous êtes suivi. On dit, vous avez traité Laurent Gbagbo de braqueur de banque. Vous l'avez condamné à 20 ans. Pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas en prison? Agumani dit, bonsoir Arthur Coré. Agumani dit, le terme prisonnier ambulant existe. Dites-moi dans les commentaires. Vous connaissez le prisonnier ambulant? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est condamné à 20 ans, 24 ans, 30 ans d'emprisonnement, et puis le prisonnier ambulant. Et puis il est dans le pays qu'il a condamné. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, je n'ai jamais vu. Hein. Toi, tu demandes oui, là, monsieur l'homme de la As, là. Tu es un militant RDR, tu seras bloqué très tôt. Tu sais, moi, je vous connais. Moi, quand je fais parler maintenant, je ne parle pas aux illettrés. Quand moi, je fais mes lives, là, je parle aux personnes qui sont intelligentes. Même s'il y a 2 personnes là, mon message est important. On dit qu'il y a le terme de prisonnier ambulant. Donc on vous dit, le journaliste dit, mais Laurent Gbagbo est en liberté. Pourquoi vous ne l'avez pas condamné, il est en liberté? Parce que s'il appelle ses partisans, s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, et puis ses partisans sortent dans la rue là, qu'est-ce que vous voulez faire? Si Laurent Gbagbo sort, il appelle ses partisans à manifester, qu'est-ce que vous pouvez faire? On dit non, Laurent Gbagbo, pour la BCAO, il est en liberté. Un braqueur, d'après vous. Non, on ne l'a pas condamné, mais c'est un prisonnier ambulant. Il dit, est-ce que vous avez déjà vu prisonnier ambulant? 20 ans, surtout braqueur d'une banque. Il dit, les braqueurs qui sont en Côte d'Ivoire là, j'ai appris que sous le règne d'Alassane Ouattara, il y a des jeunes qui ont braqué des Libanais à Boaké ou sous les routes de Bondoukou là. Il y a des braquages même à Abidjan là, il y a les tassis là. On vous suit et puis on vous braque là. Quand on les prend là, est-ce qu'on les met en prison? Soit ça lui appelle soit. Est-ce qu'on les met en prison? Ou bien ils sont prisonniers ambulants. Le terme de prisonniers ambulants, nous sommes tous potentiellement des prisonniers ambulants. Est-ce que je mens? Écoutez, il va vous donner une notion de prisonnier ambulant. Quand on dit je suis prisonnier ambulant, on est potentiellement prisonnier ambulant. Oui, je suis un prisonnier ambulant. Du moment que je vis et que je suis justiciable, je peux me rendre coupable d'une infraction, d'un crime. Donc, je suis un prisonnier ambulant. On le dit aussi de manière triviale. Tout homme qui se dit homme normal, entre guillemets, est un handicapé en sursis. À tout moment, tu peux devenir handicapé. Donc, on le dit. Maintenant, quand les juristes disent, notre frère qui est là, c'est un prisonnier ambulant, ça veut dire que tu es passé au tribunal. Et puis on dit, par exemple, il prend qui là? Donne-moi un nom. Quelqu'un n'a pas fait un commentaire, il prend son nom en exemple. Fais un commentaire, il prend ton nom en exemple. Quelqu'un fasse un commentaire, il prend son nom en exemple. Quelqu'un fait un commentaire, il prend son nom pour faire un exemple. Est-ce que quelqu'un pourrait faire un commentaire, il prend son nom en exemple? Bon, par exemple, Père le Yossua, qui est là. Père le Yossua va au tribunal. Et puis, excuse-moi ma soeur, c'est un bon message. Et puis on dit à Père le Yossua que ton mari et toi, vous avez fait une bagarre hier nuit. Donc ton mari a porté plainte pour violence conjugale. Et puis, on dit non, ton mari et toi, séparez-vous pendant 2 semaines ou 3 semaines, ou bien pendant 1 an. Mais, comme tu es reconnu coupable de violence là, il faut sortir, mais tu as 24 mois de sursis. C'est-à-dire que tu es en dehors. Non, ce n'est pas liberté. Dans le cas de prisonnier ambulant là, un prisonnier là, c'est pas ça. Le terme c'est prison, quand on dit il est sous sursis.
Il a dit que tu finis de faire qu'aujourd'hui on dit sursis. Donc on te dit, soit salut Kiki le sauvage, tu es dehors. Tu arrives chez le juge et puis il te dit, Yessois, tu es dehors. Mais comme on t'a jugé, et puis on te dit pendant 2 ans, pour ne pas te battre avec quelqu'un, pour ne pas que ton mari revienne ici encore pour les mêmes violences conjugales. S'il revient avec toi encore, c'est qu'on devait te donner comme prison pendant 2 ans là. Comme cette fois-ci, c'est pour la première fois on t'a laissé, mais tu es placé sur sursis pendant 24 mois. Si tu arrives, soit ça vient depuis Guadeloupe, si tu arrives dans le laps de temps qu'on t'a donné pendant les 2 ans, là, pendant les 2 ans, tu peux dire, hey, je suis un prisonnier à Bulon, je ne sais pas par là-bas, je suis sur sursis, c'est pas me toucher mon frère. Si je fais par là, ils vont me mettre en prison. Donc là, on peut dire, tu es entre guillemets un prisonnier ambulant. Parce qu'à tout moment, on peut t'attraper et puis te remettre en prison si tu fais une bagarre. Donc, c'est ce qu'on appelle les suicides. On te fait une mise à l'épreuve. Pendant les 2 ans, là, si tu ne t'es pas battu, tant mieux pour toi. Après les suicides de 24 mois, tu es libre. Tu peux encore faire par là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le cadre d'une condamnation définitive, si tu es absent pendant ta condamnation, qu'on lance des mandats d'arrêt internationaux contre toi, comme ce qu'on a fait à Alassane Dramane Ouattara. On dit oui, c'est un prisonnier à bilan. Quand on dit fugitif, par exemple, un wanted. Mais est-ce que Laurent Gbagbo est wanted en Côte d'Ivoire? Est-ce que Laurent Gbagbo a fui la Côte d'Ivoire? Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Pourquoi on peut le traiter de prisonnier à bilan? La justice qui l'a condamné là, elle est là, non? Pourquoi on peut venir le traiter de prisonnier à bilan? Il a dit, quand les militants du RDS sont en train de parler là, quand tu regardes dans l'assemblée là, quand on montre les gens là, qui sont assis là, qui sont là à l'école là, souvent ils ont la mine froissée. Regardez, quand RDS est en train de faire des conférences de presse là, regardez les gens qui sont devant là, quand les ministres sont en train de parler eux-mêmes là, ils sont dans une gêne, ils ont honte, mais ils ne peuvent pas se prononcer. On dit Laurent Gbagbo est prisonnier à Bulan, alors que Laurent Gbagbo il est là tranquille, il est chez lui, il n'est pas recherché, on ne le prend pas, on dit il est ambulant. Ça fait pitié, non? La peur a changé de camp. Hein? Parce qu'à Adjumani, aujourd'hui, bien vrai qu'il a traité Laurent Gbagbo de metteur en scène, mais Adjumani a dit quelque chose où il dit ne traitez pas Laurent Gbagbo de délinquant. C'est la justice qui peut le traiter ainsi. Adjumani ne peut plus dire ça. Vous le connaissez, non, Adjumani? Lui, il parle sans honte, non? Pourquoi il n'a pas dit aujourd'hui que Laurent Gbagbo est un délinquant? On dirait que ça a changé un peu. Hein? On dirait que ça a un peu changé. On écoute la vidéo un peu. Et vous êtes un prisonnier ambulant. Je ne sais pas ce qu'il en est de son cas, mais si vous voulez avoir une information, l'information vraie, pourquoi il a été condamné, qu'il est en vie, donc en train de se promener, qu'il n'est pas arrêté, vous pouvez vous adresser à la justice. En la réalité, c'est une question qu'on appelle une question de fuite en avant. Le monsieur qui a posé certainement cette question est un éclairé. Il en sait beaucoup de choses. Quand Adjumani dit que Laurent Gbagbo est un prisonnier ambulant, mais pourquoi il n'est pas en prison? Et puis on lui dit, réfère-toi à la justice ivoirienne. Je vous dis, hein, il n'y a aucune ordonnance en Côte d'Ivoire où il est écrit que Laurent Gbagbo est condamné. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? En Côte d'Ivoire, là, on ne peut jamais publier une ordonnance de jugement rendue contre Laurent Gbagbo. Je vous dis, sur mon live ici, sur mon live TikTok, je dis Soleil dit, il n'y a aucun juge en Côte d'Ivoire, aucun magistrat en Côte d'Ivoire qui puisse dire qu'il détiendrait une ordonnance de condamnation contre Laurent Gbagbo, un procès verbal de condamnation. Il n'y a pas. Il n'y a aucun juge qui puisse délivrer à Laurent Gbagbo un casier judiciaire de condamnation. Je vous mets au défi. C'est-à-dire, en droit là, à l'issue d'un procès pénal, que tu sois condamné ou pas, on te donne une décision. Il y a toujours une ordonnance qui est à ta possession, signée par un magistrat. Le président du jury là, il signe. Et puis le greffe s'en est saisi. Et le greffe prend toutes les procédures, toutes les décisions, les articles là, et puis les met sur l'ordonnance. Et il se rend au cabinet du juge en question, et le juge la signe. Je dis, je mets au défi, le jour qu'un militant du RDA va monter sur le panel, il va me montrer l'ordonnance de condamnation de Laurent Gbagbo là. Moi, je supprime mon compte TikTok.
Il n'y a aucune ordonnance traçable qu'on peut retranscrire concernant la condamnation de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun juge qui a cette condamnation en main. Je vous mets au défi. Quand Laurent Gbagbo se rend à la CEI, et puis on dit, monsieur le président, ton nom ne figure pas sur la liste électorale parce que tu as été radié de la liste électorale là. C'est des écrits du ministre de la garde des Sceaux de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun juge qui lui donne un document. Laurent Gbagbo a dit, mais je suis condamné. Donnez-moi la condamnation. Je vais voir le juge qui m'a condamné. Il n'y a aucune trace administrative. Le RDA le sait. Sinon, si le RDA avait connaissance de cette ordonnance-là, quand vous partez au tribunal, quand on vous donne les ordonnances-là, regardez toujours quand il y a une ordonnance de condamnation ou une convocation, une saisine du tribunal-là, on met toujours numéro de parquet. Quand on met numéro de parquet après, on met numéro de parquet. Après, on met le cabinet du juge, si c'est juge d'instruction ou juge de liberté de détention. On met toujours son cabinet. On met toujours, si c'est un juge d'instruction, on met juge d'instruction, on met CAB 001. Sur l'ordonnance, ça c'est écrit toujours. Après, il signe. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un juge qui a donné numéro de parquet, numéro de l'affaire et puis numéro de dossier, plus le cabinet du juge, là, il n'y en a pas. Quand vous prenez les ordonnances de condamnation, allez cliquer sur des ordonnances en ligne, on vous donnera. Il y a toujours le cabinet du juge en question qui a pris l'affaire en cours. Ils ont toujours leur numéro. Quand vous arrivez au tribunal, on est juge d'instruction ou juge de jugement, ou président de la chambre correctionnelle, on met toujours dans les ordonnances là. Regardez toujours, à gauche de la feuille, c'est là, avant que vous ne veniez trouver tout le procès verbal. Et après, il y a un tapon en bas du juge en question. En Côte d'Ivoire, là, vous ne trouverez nullement l'ordonnance de condamnation définitive de Laurent Gbagbo. Elle n'est nullement traçable. Elle n'est jamais apparue au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Vous partez faire des recherches aujourd'hui, vous partez au tribunal, demandez où est le procès verbal de la condamnation de Laurent Gbagbo. Quel est le juge qui a fait? Ils vont vous dire, monsieur, on n'a pas ça ici. Le jugement a été rendu. Parce qu'en réalité, le tribunal qui aurait tenu le procès de Laurent Gbagbo n'a pas compétence. Donc le juge, sachant pour cette histoire, il n'a pas voulu poser une signature quelque part, pour ne pas que la loi plus tard vienne le destituer lui-même. Parce qu'en le faisant, c'est un parjure. C'est une infraction à la loi. Juger une affaire dont il n'a pas compétence est aussi une infraction à la loi. Quand un juge qui n'a pas qualité de juge, ça salut ma soeur, quand un juge qui n'a pas qualité de juge d'enfant, juge un enfant, lui-même il sera coupable de fautes professionnelles. Donc les magistrats qu'on dit, ils ont condamné Laurent Gbagbo là, demandez si vous êtes coupable, on dit, c'est pas traçable. Donc on demande au ministre, à monsieur, et on demande à monsieur Adjumani, où se trouve la convocation, si Gbagbo fait quelque chose, dit, allez demander au ministère de la Justice, allez demander au juge. Si Adjumani portait les couilles, si c'était un garçon là, ils allaient vous citer lors de leur conférence, Abonia soit salué, ils allaient vous citer lors de leur conférence, le juge qui a donné, ou il allait vous donner le numéro cabinet du juge qui a jugé l'affaire de Laurent Gbagbo, il ne donne pas. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes c'est faux. Il n'y a pas eu de véritable procès. C'est une machination du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane. Vous le savez bel et bien que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le juge d'application des peines en Côte d'Ivoire. Vous connaissez ce qu'on appelle le GLD, le JAP. On appelle JAP, juge d'application des peines en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est juge d'application des peines en Côte d'Ivoire. J'ai pour mémoire plusieurs faits dans lesquels Alassane Dramane Ouattara a été juge d'application des peines en Côte d'Ivoire. Et il a même été juge d'instruction aussi en Côte d'Ivoire. Il s'est comporté comme le juge, et un juge spécial en la question de juridiction pour des mineurs. Parce que le juge pour enfants est à la fois juge d'instruction, il est à la fois juge de jugement. Voilà. Lui seul, il le fait. Il fait les enquêtes, il s'en charge des affaires par rapport à la capacité de l'enfant qui est un peu un enfant immature. Donc, la procédure pénale des mineurs le permet. Que le juge qui instruit une affaire soit à la fois le juge et de jugement pour un enfant. Donc, Alassane, il a cette capacité en Côte d'Ivoire. Regardez, pour l'affaire, quand Laurent Gbagbo est pris, et après investiture d'Alassane Dramane Ouattara, quand vous écoutez sa conférence de presse avec France 24 et consorts, il vous fait le déroulé
de toutes les procédures pénales qui entendraient Laurent Gbagbo. Le juger en international et le juger en interne. Alors qu'il n'a pas capacité. Il pourrait dire simplement sur l'affaire de Laurent Gbagbo, non, je ne peux pas me prononcer sur les affaires judiciaires parce que je suis du pouvoir exécutif. La Côte d'Ivoire stratifier ses pouvoirs. C'est-à-dire partage des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais Alassane Dramane Ouattara, qui est du pouvoir exécutif, connaît toute la procédure qui devait être appliquée à Laurent Gbagbo. Écoutez, investiture d'Alassane Dramane Ouattara à Yamoussoukro. Vous allez voir qu'il avait déjà scellé le sort de Laurent Gbagbo en termes de procédure pénale. Le même Alassane Dramane Ouattara, quand il sort de l'Élysée, on l'interroge, il dit Soro Guillaume c'est qui? Il dit Soro Guillaume c'est un fils rebelle. Il a commis des faits en Côte d'Ivoire, des faits graves. Il sera condamné à perpétuité. Mettez en commentaire que je mens ce que je dis là. Monsieur Bakary, toi qui es militant du RDR, mets en commentaire que je mens, il a te fait sortir ça. Et puis je vais te montrer dans quel monde un président en exercice se conduit comme un juge, à la fois juge d'instruction et juge de jugement. À la fois comme un juge d'application des peines et juge de comment on appelle JLD, juge de liberté de détention. Viens me dire, dans quel pays au monde un président en exercice s'est conduit ainsi pour dire oui, Soro Guillaume sera condamné à perpétuité, Laurent Gbagbo sera jugé ainsi, ainsi. Il n'y a pas un président de la République qui le fait. C'est Alassane Dramane Ouattara qui le fait en Côte d'Ivoire. Vous voulez jouer avec nous? C'est Alassane Dramane Ouattara qui juge au fond et la forme des faits en Côte d'Ivoire. Ça, c'est connu dessus. Pour ceux qui sont éclairés, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Le secret de polichinelle, c'est le secret que tout le monde connaît au quartier. C'est un secret qui se promène dans la rue qu'on appelle le secret de polichinelle. C'est depuis que la Côte d'Ivoire, que moi je vois un président en exercice qui se comporte ainsi. Laurent Gbagbo, au moins lui, à son époque, il dit cette affaire ne me concerne pas, allez voir la justice. Il avait fait la séparation du pouvoir, soit saluer le nouveau riche. Donc, pas le militaire du RDR qui écrit là. Si tu penses que mes arguments ne sont pas assez solides pour toi, monte et puis je vais te montrer que tu n'as pas affaire à un papou ici. Voilà. On va continuer la vidéo de Agumani. Je vous dis pourquoi Laurent Gbagbo l'a appelé petit professeur. Écoutons. Est-ce que si Laurent Gbagbo demande à ses partisans de sortir dans la rue, qu'ils commettent des bévues, est-ce qu'ils vont être arrêtés? À ça. Écoutez, il y a un mot. À ça aussi, c'est... Écoutez, monsieur le ministre, Laurent Gbagbo avait dit à Yopougon, c'est un petit professeur qui se comporte comme s'il comprenait français. Parce que c'est lui qui disait que Laurent Gbagbo a dit Dibadet. Écoutez, il a dit un mot. Prêtez oreille pour attendre le mot, s'il vous plaît. Et puis écrivez le mot. Il y a un nouveau mot qui vient d'arriver dans le dictionnaire français. Gbagbo demande à ses partisans de sortir dans la rue, qu'ils commettent des bévues. Est-ce qu'ils... Vous avez entendu quoi? Qu'ils commettent quoi? Si ses partisans sortent dans la rue, qu'ils commettent des baies dont on n'a pas entendu. Toi, tu prêtes oreille. Attendez. Est-ce qu'ils vont de sortir dans la rue, qu'ils commettent des bévues? Est-ce qu'ils vont être... Il dit, les gars, bévue là, c'est où? Cherchez la définition du mot bévue. Bévue, il n'a pas dit bébure. Bévure. Tu commets des bévures. Bévue là, c'est où? Il dit, bévue là, ça vient de quel verbe? Cherchez-moi, il a cherché bévue, il n'a pas trouvé. Il a même dit, Scrabble, bévue. On dit de ne pas écrire le mot bévue. Bévue, c'est quoi? Bévue, c'est quoi? Et le RDR. Je me demande comment la Côte d'Ivoire a pu nommer ce genre de ministre en Côte d'Ivoire. Ah, si c'est anglais, il parle là. La dernière fois, on dit Ashberg là, il a dit Ishberg. C'est pas anglais, il a parlé. Hein. On dit que ce n'est que la phase de l'Ashberg. Lui, il a dit Ishberg. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est en anglais, il parle. Le président de la République et le ministre d'État de l'Agriculture dit, lui, il est professeur de lettres dans ses vidéos, et puis il dit bévue. Bévue, c'est quoi? Bévue vient d'où? Le mot bévue vient d'où? Bévue, là, c'est quoi encore? Soudairerie. Soudairerie. Magistria. Bévue. Et puis, on va comprendre. C'est la Côte d'Ivoire qui est tombée si bas comme ça. Et qu'est-ce qu'on a fait au monde entier pour subir ce genre de sort? Et quand les illettrés notoires du RDR quittent là pour dire aux gars de l'AES, ils ne comprennent pas français. Mais nos ministres ne parlent pas français. Et puis c'est vous qui partez dire au ministre de l'AES, au président de l'AES, que les gens de l'AES ne parlent pas français. Il y a Bevery, il dit bavu, il dit bévu. Il n'a pas dit Bevery, hein.
Il dit bévu. Bévu, mon gars. Ne cherchez pas la justification du mot. Il dit s'ils sortent, est-ce que quand on sort en fait béverie? Il dit si on sort, on va faire bévu. Il a parlé de bavure. C'est bavure là qu'il a dit bévure. 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 Ça n'existe pas en français. Ça n'existe même pas que pas en français. Mais lui, il parle. Lui aussi, il parle. Lui, il dit, attendez, écoutez la vidéo, tapotez, bataillez le lave. Tapotez. Ça aussi, c'est la justice qui doit savoir ce qu'il faut faire pour des personnes qui vont contre la loi. Hein? Mais moi, mon souhait, c'est que Gbagbo ne soit pas arrêté, mais qu'il s'assagisse pour éviter cela. Qu'est-ce qu'on gagne à arrêter Laurent Gbagbo? Mais c'est à lui maintenant de prouver qu'il est sage et de ne pas se laisser abuser par... Agumani n'est pas trop viril ce soir. Hein? Est-ce que vous avez vu Agumani viril? Agumani n'est pas viril ce soir. Hein? Pour dire viril, il n'est pas garçon ce soir, il veut dire. Même le mot n'existe pas dans Maman Yoli. Agumani n'est plus virulent. Il n'est plus agressif. Il n'est plus le voyou ourourou du RDR. Agumani parle doucement. Que Laurent Gbagbo, si on a gagné, si on arrête Laurent Gbagbo, vaut mieux que Laurent Gbagbo s'assagisse. Moi, je pense que, je vous dis, félicitations les gars. Applaudissez-vous, hein, faites des commentaires, dites bravo à vous-même. Il dit, les dernières sorties du Front commun et la présence de Laurent Gbagbo avec les militants, les cadres du R et du PDCI et même monsieur Afin Guessan, vraiment, je pense que ça a fait changer les choses en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué ça? Moi, j'ai remarqué, hein, depuis leur sortie là, il y a des déclarations du RDR qui ne sont plus trop agressives. Madame Kadia Kamara est sortie. Quand Laurent Gbagbo finit de parler là, elle dit aux jeunes, non, ne marchons plus à Bobo. Désormais, à Bobo, il y a une question d'employabilité. Alassane nous a dit de ne plus utiliser... Ah, d'accord, faire des boulettes. D'accord, merci beaucoup. Merci pour le mot, ma chérie. Moi, il y a cherché ça dans le contexte employé, il n'est pas trouvé. Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo est sorti, pour dire s'ils sont en sortie, quand les camarades disent non, à Bobo ici, là, la jeunesse est utilisée maintenant à bonne escience. Non, la jeunesse est là pour les questions d'emploi. Et le président Alassane dit de ne plus utiliser la jeunesse dans... De ne plus utiliser la jeunesse dans... Non, mon frère Ernest, il ne fait pas monter d'abord, il ne fait pas monter. Je parle d'abord, après, et puis il fait monter des gens. D'abord, il ne fait pas monter d'abord. Il fait intro, voilà. Elle dit non, je ne veux plus que les jeunes marchent ici à Bobo fait peau neuve, il y a le développement à Bobo ici, donc on ne veut plus que la jeunesse vienne à Bobo. Donc, ils ont désisté. La marche d'Abobo a été annulée. Anne Oloté est sortie aussi, elle allait dans le sens. Il n'y a pas vu quand il y a Kamara pour dire Laurent Gbagbo, c'est fini. S'il veut, nous on va finir lui. Je n'ai pas vu cette maman-là parler ainsi. Oui, je la respecte parce que c'est une mère. Mais quand il y a Kamara n'a pas parlé avec agression, elle n'a pas été agressive, elle n'a pas été impolie. Non, elle est restée courtoise, bienveillante. Mais quand elle a fini de parler comme ça, la peur a envahi le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Monsieur Diawara. Lui, il a regardé du camp, il dit, j'ai vu les jeunes de Yopougon qui ont chanté, comme la Fessi chantait, oui, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Voilà, petit, voilà, on va installer Gbagbo. Le disque est resté sur petit là, non, je ne peux pas prononcer. Hein? Je ne peux pas prononcer petit là, issu, communiquant officiel de mon parti politique. Donc, je ne peux pas parler de, voilà, vous comprenez le mot là. On va chasser petit, et puis on va installer Gbagbo. Vous voyez, quand ils ont entendu ça, Gbagbo est sorti dans dos. Quand les gens ont veillé à Yopougon, le ministre Diawara a regardé, c'est chaud, hein. On dirait que la Fessi, non mon gars, n'écrit pas ça. N'écris pas le mot. Tu as vu que je sais le dire, mais n'écris pas le mot. Et sur communicant de mon parti, ne dit pas le mot. Chez nous, au PPACI, nous sommes un militant d'un parti politique et comme un soldat du rang. Le soldat du rang, il exécute toutes les missions qu'on lui donne. Même quand un sergent, un caporal-chef lui donne, le soldat du rang, il obéit. Nous, au PPACI, nous obéissons à tout ce que Laurent Gbagbo dit. C'est ce qu'on appelle respect de notre idéologie politique. Voilà. Au PPACI, là,
depuis que Laurent Gbagbo a dit ce qu'il a dit là, si un vrai militant du PPACI ne peut plus jamais dire ça, les militants du PPACI ne peuvent plus jamais prononcer ce mot-là. On ne le prononcera plus jamais dans nos bouches. Voilà. C'est comme ça nous on est. On est respectueux, hein? Vous ne savez pas ça. Nous sommes respectueux de nos courants politiques. Voilà. On nous a donné la définition du mot. Quand on dit militant, c'est un soldat du rang. Voilà. Donc on n'écrit pas ce mot. Mais quand il finit de dire ça, M. Diawara, ministre de l'enseignement supérieur, il a eu la trouille. Parce que Yopougon fait partie de la commune qui a une histoire avec les universités de Côte d'Ivoire. Donc il sait qu'il y a bon nombre d'étudiants qui sont à Yopougon. Et qui, l'idéologie de la FESI, c'est une idéologie gauchiste. C'est une idéologie comment on appelle, une idéologie qui lutte contre les inégalités et tout. Voilà. Qui cherche à faire l'homogénéité de la société. Donc quand ils ont vu ça, soit salut mon petit frère. Ils sont partis ramasser les badauds là. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, qui n'a rien à voir avec le ministère de la recherche et qui n'a rien à voir avec le ministère de la jeunesse et de l'emploi, même ni avec le ministère de la fonction publique. Il allait voir à une rencontre privée les zigueis de Côte d'Ivoire là. Bololo, à bololo, 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 à bolo. Putain, voilà, ceux qui faisaient comme ça là. Voilà, ceux qui, dans le quartier, qui font ouba, ouba, on va prendre pour toi là. Voilà, les zigueis, comment on les appelle. Il allait rencontrer les zigueis, il dit, faut pas un bon jour ceux-là vont venir à l'université ici. La FESI là, c'est un esprit. Parce que la FESI est un esprit. La FESI ne meurt jamais. C'est un esprit. Donc il a regardé ça jusqu'à dit, nous on va appeler les zigueis du RDR pour venir suivre l'université de Cocody. En fait, moi j'ai remarqué, tous les ministères ont commencé à changer depuis que Laurent Gbagbo a parlé là. Suivez mon regard, tous les ministères là ont commencé à changer de mots. Tous les ministres ont commencé à être respectueux. Je me dis, mais qu'est-ce que ça a dû faire? Mais c'est notre mobilisation à tous. C'est notre mobilisation à tous qui a fait cette chose-là. C'est le résultat ou la résultante de nos actions collectives. Donc vous comprenez? Lui aussi il a remarqué, il dit bon, il allait prendre les zigueis. Hier quand ses représentants sont venus sur la télévision ivoirienne, on leur pose des questions, il dit non. Le directeur du cabinet du ministre dit mais on va faire audit sur celui qui allait faire la publication sur la page du ministre de l'enseignement supérieur. Un ministre, ils sont venus en même temps dissocier le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur. Ils sont venus le diviser en deux. Oui, il est ministre quand il est au bureau, mais quand il a ses rencontres privées, il est, comment on appelle, il est militant du RDR. Est-ce que vous comprenez? C'est une incongruité, c'est une incohérence. Comment? Excusez-vous s'il vous plaît pour le temps. Bon. Non, excusez-moi monsieur, j'ai reçu un appel, c'est pour ça qu'il est coupé, désolé. Désolé monsieur Gonzalo. Excusez-moi. Donc, vous comprenez? Il fait comment on appelle? Il fait une chose qu'il ne comprend pas. Il vient dessus. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre. Soit ça dit docteur. Je n'ai pas compris. Le ministre a sa page officielle. Sur cette même page-là, quand il a des rencontres à l'université de Cocody, à l'université de Boaké, des conférences, même quand il quitte la Côte d'Ivoire pour venir en Europe pour des conférences, pour des partenariats avec des universités, c'est la même page qu'il utilise. S'il fait ses rencontres comment on appelle, du RDR, c'est la même page qu'il utilise. Mais si vous voulez le diviser, le subdiviser en ministre, soit salut, comme on a dit, si vous voulez le diviser de ses fonctions du ministre aux fonctions du ministre de militant du RDR, ça vous de faire cette communication. Chalène est là. Tu crées une page officielle où tu mets spécialement
les activités du ministère de l'Intérieur. Tu crées une seconde page où tu mets tes activités privées. Si tu sois avec tes enfants, si tu as des rencontres du RDR, tu en fais, on s'en fout. Mais moi, en France, ici, je ne peux pas voir le ministre de la fonction publique en France, ici, qui fait partie d'un parti politique, mais qui est ministre de la nation française, ministre du peuple français, s'est dissocié à une rencontre privée de son parti politique et dit non, je vais prendre les militants de mon parti politique là, pour les prendre, pour les envoyer comme gérant de la sécurité du ministère de la fonction publique en France. Mais ils vont le mettre en prison. Mais il va démissionner. Il ne faut pas confondre ce qui est pour la nation à une micro-société. C'est des choses qui ne vont pas de pair. Et comment je peux voir ici? On dit tout à l'heure le ministre de la Santé en France ici. Il y a une maladie, il y a une pandémie ou une endémie. Et puis lui, il quitte ici. Il s'en va dans son village ou dans sa circonscription où il est élu. Il voit ces gens de parti politique. C'est vous qui serez les prioritaires en termes de comment on appelle du vaccin. La société française va l'appeler pour dire vous êtes ministre de la nation et non ministre d'un parti politique. Est-ce que vous comprenez? Si tu t'appelles vraiment Michel Kofi là, tu ne peux pas écrire ce que tu as écrit là. Si ton patronyme, ceux qui t'ont mis au monde ton bras appelé Michel Kofi là, tu ne peux pas écrire ce que tu as écrit mon frère. Si ce n'est pas un sobriquet là, toi Michel Kofi, tu ne peux pas écrire ce que tu as écrit là. Je te le jure, Wallah, Bilal Talaï. Si tu es vraiment un Michel Kofi, tu ne peux pas écrire ce que tu as écrit mon frère. J'en doute, fort probable que tu ne sois pas un Michel. Mais tu n'es pas un Michel Kofi. C'est un nom d'emprunt. On appelle souvent ça les sobriquets. Je ne peux jamais voir ça en France. Je vous dis, hein, je ne peux jamais voir ça en France. Mais c'est en Côte d'Ivoire, un ministre de la fonction publique, un ministre de la nation ivoirienne va retrouver une association qui est une entité privée pour leur dire oui, moi je vais vous employer dans une entité collective. C'est-à-dire qu'il les prend au macro et au micro pour venir les amener dans le macro. Alors que dans le macro, c'est nous qui payons. Quand il veut les envoyer à l'université de Cocody pour payer les IGI, là, ce n'est pas l'argent de sa poche. C'est l'argent de ma maman qui vend gombo au marché. C'est l'argent de mon petit frère qui va s'inscrire à l'université. Alors que mon petit frère n'a pas une coloration politique pour le RDR. Lui, il est militant du PDCI. Lui, il est militant de GPS. Mais quand nous, on va inscrire nos enfants, quand on va payer les tasses ou les frais de scolarité, là, c'est dans ça qu'ils vont prendre notre argent pour aller payer des IGI qui font partie d'un parti politique RDR. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Parce que les salariés de Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas l'argent qui vient de la peau d'Alassane Dramane. Le salaire des Ivoiriens, là, ce n'est pas l'argent du multimilliardaire Alassane. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est notre argent, c'est votre argent. Moi, je suis là devant vous, là. Je ne suis rien, je suis un pauvre. Mais moi, j'ai un petit champ de cacao. Quand on paie mon cacao à 2000, c'est comme maintenant 2200, là. Quand on prend, là, on me dit, pour le sac, on prend 1 kilo. Pour l'État de Côte d'Ivoire, là, quand ils prennent le cacao, là, ils prennent le transport, ils prennent mon cacao dedans. Mon sac de 1 kg qu'on m'a coupé, là, de 1200, là, quand ils sont à payer le péage, là, les gens de péage, là, quand ils perçoivent, là, c'est divisé. Il y a une part d'impôt qui revient à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est moi qui paye les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Il y en a qui ne savent pas ça. Il y en a comme les Oussou, là. Quand on dit Alassane Dramane, président de la Côte d'Ivoire, ils pensent que Alassane prend sur ses milliards de FMI pour venir payer les Ivoiriens. Non, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent des impôts. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on loue les maisons, on paye des taxes d'habitation. Oui, désormais, quand tu es en Côte d'Ivoire, là, ta maman au marché, elle dépose, là où elle pose Niamey, là, au marché Gourou, là, on vient lui prendre une taxe de 100 francs. C'est ça là qu'on collecte, là, qu'on prend pour payer les fonctionnaires. Maintenant, toi, comme un ministre de la fonction publique, toi, un ministre de l'enseignement supérieur, tu dis tu vas recruter des IGI comme les Louba pour faire la sécurité de l'université. Mais c'est nous qui allons les payer. Est-ce qu'à l'université, là, tu as fait le recensement, puis on t'a dit que c'est les militants du RDR seulement qui vont là-bas? Si c'est les militants du RDR, je peux comprendre que c'est une entité privée. Le RDR est un organisme privé qui est engrégé au macro, donc il fait tout partie de l'État de Côte d'Ivoire. Mais en réalité, ils ont des modes de fonctionnement. Ils sont établis des choses, mais qui vont dans le sens du respect de toute la nation ivoirienne. Ils ne sont pas des marginaux. Donc, seulement si l'université de Cocody était le domaine privé du ministre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire si c'était une université privée,
Il pouvait aller prendre les Nyamboro, là, les Zigei, aller faire de les employer. Ça, c'est privé. C'est son université privée à lui. Donc, il peut les employer. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire là-bas. Nous, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous intéresse pas. Du moment que c'est une école privée, on s'en fout. On s'en bat les couilles. On s'en fout. Ils peuvent rester là-bas. Mais quand il veut les prendre pour les ramener dans le macro, dans un établissement public de Côte d'Ivoire, l'université de Côte d'Ivoire, là, ça dérange. Là, ça dérange. Là, il y a problème. Là, il y a hiatus. Là, il y a quiproquo. Là, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Est-ce que le RD, à un moment donné, je vais appeler mon petit là. Il y a un petit frère qui m'avait permis de faire une conférence avec Arthur Banga. Je vais l'appeler pour lui demander, qu'il appelle Arthur Banga pour lui demander, est-ce que ce que le ministre a dit là, sur sa page officielle là, c'est quelque chose qu'on peut faire dans un pays normal. Il va lui demander de poser la question à Arthur Banga. De lui demander, lui-même il est professeur au département d'histoire, de lui dire, est-ce que ce que le ministre a eu comme intention là, est-ce qu'on peut faire ça en Côte d'Ivoire? Merci madame, il a dit ça. C'est ça la réalité des choses. Et comme le monsieur, le directeur de cabinet du ministre, il veut se défaire un peu des questions qu'on lui posait. Il dit, on va faire un audit sur celui qui a publié la communication sur la page. Et regardez, vous êtes dans un groupe, non? Vous êtes dans un groupe, par exemple, groupe Facebook d'une famille, vous êtes abonné, et puis vous êtes les co-hébergeants de cette page-là. Vous êtes les co-administrateurs de la page. Même sur WhatsApp, quand vous êtes administrateur d'une page, là, vous co-dirigez une page avec les gens. Qui est-ce qui peut effacer le message? Par exemple, Oussou et moi, et El Hag et moi, on est dans un groupe WhatsApp. Lui et moi, nous sommes administrateurs. Quand je fais un message dedans, c'est seulement les administrateurs qui peuvent l'effacer. Mais quand un administrateur efface mon message dans le groupe, il sait que c'est toi. Il sait que c'est Oussou ou il sait que c'est El Hag. Regarde, quand vous êtes administrateur d'une page de Facebook, là, quand vous publiez, là, l'administrateur qui publie automatiquement, là, après la publication, regardez l'image, le nom de la personne soit en bas. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que si c'est Soleil qui gère, qui est co-hébergeant, co-administrateur de la page du ministre de l'enseignement supérieur, là, quand je fais la publication en bas, là, ça a sorti, publié par Soleil Gavane, à telle heure, et puis ça sort. C'est à la télévision ivoirienne que le message est parti sur NCI. C'est là maintenant le directeur de cabinet va venir nous dire aux Ivoiriens qu'ils vont faire un audit pour voir qui est-ce qui a publié donc cette information des IGI. Eh, les gens se foutent de nous, hein. Ouais, on dit mon peuple se meurt par manque de connaissances. Il y a d'autres parents qui vont croire qu'ils vont vraiment faire un audit. Hein. Pour ça, on n'a pas besoin d'un audit. C'est en 2 minutes. Lui qui a publié la page là, qu'on sait qui a publié. Cette information, étant donné que c'est l'hébergeant, l'administrateur principal qui a publié, c'est M. Diawara, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, lui-même qui a rédigé et comment on appelle le commentaire lui-même. Mais au moment où il allait se rendre compte là, les Ivoiriens ont fait capture d'écran. Au moment où il allait se rendre compte là, que sa bêtise était déjà partie là, c'était déjà trop tard. Dès qu'il a fait la cata, crac, c'est rentré dans la boîte. C'est fini. C'est enregistré. Maintenant, ils vont aller chercher un administrateur et puis ils vont venir nous dire que c'est Hans ou c'est Teradi ou c'est Zarathustra qui a piraté. Ils vont venir nous dire c'est Tidiane Thiam ou Diaoufoué ou Céline ou Madame Plucheline Bade. Ils vont venir montrer quelqu'un à la télévision nationale. Je vous assure. Ils vont prendre quelqu'un au ministère là-bas pour dire oui, lui là, c'est un espion du PPACI ou du PDCI qui était au ministère ici, qui est un informaticien, qui a piraté la page du ministre. Bientôt, ils vont venir dire que la page du ministre a été piratée. Ils vont dire que c'est un fond, c'est un compte fake. Ce n'est pas le ministre qui a fait. Regardez, suivez mon regard. Au prochain conseil de ministres, les jours à venir, on nous dira non, ça a été une erreur. Il y a quelqu'un de mal intentionné
qui a publié sur la page du ministre. Ou même ils vont venir dire, la personne qui l'a fait là, c'est la personne a le même... ma marraine, toi, il y a t'envoyé au tribunal d'amour. Il y a t'envoyé au tribunal d'amour, tu seras jugé et condamné à une peine de cœur. Donc c'est ça. Ils vont venir nous montrer un militant de PPACI qui a publié la page. Ils vont venir nous dire ça. Restez à l'écoute. Bientôt vous allez savoir. On va écouter Tata Guimani. Partisans qui souvent sont très excités et qui l'amènent à parler sans se contrôler. Voilà ce que je peux dire. Et puis dire que je n'ai jamais dit ici que Gbagbo est un délinquant. Ça, il faut que ce soit entendu, hein, parce que demain, on peut voir titrer que j'ai dit que Gbagbo est un délinquant. J'ai tout simplement dit qu'il y a longtemps qu'il n'était pas là. Donc derrière lui, on a pris des actes qui ne lui ont pas été... Dans un passé récent, Aguimani avait traité Laurent Gbagbo de braqueur. Allons en termes trivial, termes simplistes, définition primaire ou définition du mot braquage. Qui fait braquage encore en fait? Ceux qui font braquage d'une banque, on les traite de quoi? Quand on dit que tu es braqueur, ça dit que tu es quoi? Le braqueur c'est quoi? C'est pas un délinquant. Vous, les militants officiels du RDR qui avaient traité Laurent Gbagbo de braqueur de banque, Laurent Gbagbo est sorti, le Front commun est sorti, le 9. Laurent Gbagbo est parti à Yopougon le 16. En un laps de temps, mobilisation jamais vue en Côte d'Ivoire. Après que Laurent Gbagbo est rempli, dans les années 2010, le stade Félix Houphouët-Boigny, encore la place de la République, des événements où Laurent Gbagbo a mobilisé plusieurs personnes. Laurent Gbagbo, le RDR dit à longueur de journée finie, il revient à Bigan. Il a mobilisé d'abord à Dabou. Mobilisation exceptionnelle à Dabou, sans aucune alliance politique. Mobilisation exceptionnelle avec une alliance politique, le Front commun, le 9 à Yopougon. Mobilisation individuelle avec l'apport, l'accord ou la contribution des partis d'alliance politique. Le RDR a commencé à caresser ce mot. Non, Aguimani dit dans sa conférence de presse que je n'ai jamais traité Laurent Gbagbo de... Excusez-moi. Je n'ai jamais traité Laurent Gbagbo de délinquant. Hein. Ça n'a pas été dit ici dans notre cas. Pourquoi ils vont aller interpréter autrement? Tu as peur, tu n'es plus le ministre de l'État, tu n'es plus le haut-parleur de Bédier. Tu as mangé quoi? Ou toi-même, c'est parce que tu sais que c'est que toi-même tu connais. Ce pays connaît. Ouais. Aguimani a changé. Il était quand même impoli, mais j'ai vu Aguimani un peu chétif. J'ai vu Aguimani aussi devenu aussi sombre comme moi. Alors qu'il était, quand il dansait, joyeux anniversaire, Agassa là. Magassa ou bien comme on appelle là, pour y chanter l'anniversaire des riches là. Il était un peu clair. Mais là, Aguimani commence à devenir noir. Aguimani a commencé à flotter dans sa veste. Qu'est-ce qui se passe au RDR? That's the question. Qu'est-ce qui se passe au RDR? Interrogez-vous. Ils ont commencé à caresser le mot Laurent Gbagbo maintenant. On dit, M. Laurent Gbagbo, on n'a jamais dit que M. Laurent Gbagbo est braqueur. Nous, on n'avait jamais dit ça. Parce que, au déclin du RDR, là, à la chute du RDR, là, il y en a qui vont venir nous dire qu'on a été emboutés. Écrivez ça noir sur blanc. Même si je suis mort un jour, mettez ça en commentaire sur ma page Facebook ou TikTok. Je viendrai lire depuis ma tombe. Je vais venir vous lire. Même le jour où je ne suis plus là, dites ça. Venez mettre ça sur ma page. Venez écrire que tu avais dit ça, monsieur. Ma page ne sera jamais supprimée. Même s'il ne répond pas à vos messages, mes abonnés, vous allez rester même dans ma tombe avec moi. Vous viendrez commenter pour dire, Soleil avait dit, je vous assure qu'il y a des gens qui vont venir vous dire, si je ne disais pas ça là, comment on allait me mettre en prison? Je vous demande, il y a qui? Ah baba, il y a qui? Ah il y a qui? Ah il y a qui? Ah Sabari. Je vous assure, hein, vraiment, je vous dis, hein, ce jour-là, ayez pitié d'eux. Même s'ils doivent aller en prison, ayez pitié d'eux. Parce que je sais qu'il y a d'autres là. C'est comme une prise d'otage. La Guimani qui parle comme ça là, il y a souvent prise d'otage derrière. Parce que, quoi qu'on dise, Alassane a eu une ruse politique. Des hommes habitués à l'argent.
La ruse politique d'Alassane Ouattara, c'est gel d'avoir, compte gelé. Vous savez ça? Alors qu'en aucun moment, un homme riche ou un homme devenu riche va voir son argent à la banque et puis il n'a plus assez. Si tu lui dis de manger dans le boda des dindons là, il va venir d'une dinde là, il va venir manger. Si tu lui dis d'embrasser un chien là, il va venir. Si tu lui dis d'aller prendre les popos d'un fou pour manger, il va les prendre. Parce qu'il voit son argent à la banque. Et puis toi, tu es venu dire un bon matin de ne plus aller prendre son argent. Son petit argent qu'il prenait pour soigner ses petites maladies, tout, tu as dit de ne plus aller prendre. Mais il va devenir fou. Il y a des gens au RDR, il y a des gens du PDCI qui ont rejoint le RDR, qui ont envie de revenir à la raison. Mais il ne peut pas venir. On leur dit, ouais, on sait que ton argent est dans telle banque. Tu veux comprendre tes immeubles là, tu veux comprendre tes maisons, tes voitures, il faut parler, tu vas voir. On va te mettre à la maca, on connaît ton secret. Il y en a qui subissent du chantage. On revient sur un autre volet de mon live. Écoutez bien, il y a joué une vidéo. Écoutez bien. Il ne peut pas avoir de version encore de... Il y en a un qui s'avance. Qu'est-ce que tu apportez le live? Il y a même une autre vidéo. Apportez le live. On va écouter la vidéo du vice-président de la CI. Mais on écoute ma soeur, la graine d'abord. Ramener encore. Donc à chaque fois qu'il vient, c'est une aubaine. Parce qu'il ne contrôle pas ses paroles. Il ne contrôle pas ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit là, c'est comment dirais-je, c'est une opportunité pour l'opposition de saisir en fait chaque mot. Rien. La preuve en est. Regardez ce que le débatteur là lui a dit. Voulez-vous entendre la vérité sur la plus grosse escroquerie démocratique du siècle? 6 millions d'irrégularités sur la liste électorale 2025. Des morts qui votent, des électeurs plus âgés que leurs parents. Ou à piétiner et une CE qui regarde avec vous. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu une analyse qui a été faite par un parti politique il n'y a pas longtemps, qui disait sur les 8 500 000 électeurs, il y a, après l'audit, il y a 6 millions qui ne remplissent pas les conditions pour y figurer. Vous parlez de l'audit fait par M. Apollo. Mon fils. Un audit qui a été fait, et sur la base de ça, celui qui a l'audit a dit, ces personnes-là ne doivent pas figurer sur la liste. Non, c'est au fur et à mesure des révisions qu'il y a eu des accords qui justifiaient que des personnes qui ne remplissent pas les conditions figurent sur la liste électorale. Donc quand on vient 20 ans après pour dire ces personnes-là ne doivent pas figurer au regard écoutez bien. des 13 conditions. La vidéo n'est pas de qualité, mais écoutez. Oh là là. Écoutez bien. La vidéo n'est pas de qualité, mais écoutez. Ils vont vous parler d'audit. Révision qui ont justifié que des personnes qui ne remplissent pas l'exhaustivité des 13 conditions figurent sur la liste électorale. Donc quand on vient 20 ans après pour dire ces personnes-là ne doivent pas figurer au regard de ce qui se passe en 2025, oui, c'est vrai, quand on fait le constat, les 6 millions, mais au moment où elles figuraient, les conditions qui avaient été acceptées par tous les acteurs politiques permettaient à ces personnes de figurer. Donc, en la réalité, si vous avez suivi hier le passage du vice-président de la CEI, qui est déchargé, attendez, mon truc est déchargé. Si vous avez regardé le passage du vice-président de la CEI hier, qui est passé sur la chaîne de télé NCI, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous écoute en commentaire. N'a-t-il pas reconnu les irrégularités sur la liste électorale? Sur près de 8 millions de personnes figurant sur la liste électorale officielle, il y en a à peu près 6 000 qui sont en la réalité dans une situation irrégulière, qui ne devraient même pas y figurer. Est-ce qu'il n'a pas dit hier? Est-ce qu'il n'a pas reconnu hier? Il dit que ça fait 20 ans que lui-même, il a la CEI et qu'il a conscience que c'est près de 6 millions de personnes ne répondissaient pas les 13 conditionnalités pour être sur la fiche électorale, la liste électorale. Mais d'après lui, il y aurait eu un consensus entre ces partis politiques-là. Mais aujourd'hui, les mêmes partis politiques, que dis-je, qu'il n'a même pas cité, qu'il n'a pas nommé, disent que cette liste électorale a besoin d'être auditée. Donc finalement, le monsieur s'est rejoint une analyse d'un parti politique, le PDCI, mais en la réalité, sa sortie corrobore donc les dits de notre camarade, de notre cadre, de notre parti politique.
du cadre de notre parti politique. Vous comprenez? Ces propos corroborent les dits de madame, comment on appelle notre juriste, avocate internationale, madame Abiba Touré. Non, c'est ça, non? Abiba, madame, j'oublie son nom. C'est Abiba Touré, non? J'oublie le nom de la dame. Mettez son nom en commentaire là. Notre, celle qui est chargée de l'audit des fiches, comment on appelle les fiches là. Mais Abiba Touré n'a pas tort de ce que vient de dire. Allez écouter la vidéo du vice-président de la CEI, Abiba Touré. Le vice-président de la CEI vient de corroborer les propos ou les propos de ce qu'il a dit. Lui-même, le vice-président, a dit finalement va dans le sens. Donc quand ces choses sont avérées et qu'il y a des individus qui s'empressent pour aller aux élections présidentielles, à quoi ils s'attendent-ils? Quel est le résultat de ça? C'est-à-dire, vous, Vianney, Dieu est bon. C'est-à-dire, le fils du directeur de l'école, merci Vision, le fils du directeur de l'école a révisé les épreuves du bac C. Lui, il a révisé les épreuves du bac C. Les épreuves définitives, là, il a révisé pendant 3-4 jours pour passer l'examen. Et puis lui, quand tu le vois, vous partez, lui, il a déjà les résultats, il a passé l'examen. Il y a même des gens qui sont venus donner toutes les épreuves, là, il les a rédigées. C'est-à-dire que vous, il connaît tout, lui, il les a déjà fait. Et puis vous partez à l'examen à lui. Lui, il est venu vous dire, tu lui dis, ah, on dit, il y a eu fuite. Cette année, lui dit, s'il y a eu fuite, moi, ça ne me regarde pas. Or, tu sais que son père est le directeur du centre des examens. Il dit, moi, vous, même s'ils ont triché, l'essentiel, que le sujet vienne ne plus en écrit. Mais lui, il sait que de facto, il a déjà gagné. Toi, tu t'en chez quoi pour composer? Tu sais, c'est ça qu'ils ont triché. Mon ami, n'y va pas, chez toi à la maison. Vaut mieux te préparer pour l'année prochaine pour passer ton bac. C'est ce que le RDF fait. Si 8000, il y a 6000 qui ne devraient pas figurer sur la liste électorale. Mais le RDF a gagné les élections déjà. Alassane Ouattara a déjà gagné ses élections en avance. Et puis je vois certaines personnes qui s'empressent pour aller aux élections. L'ancien préfet d'Abidjan, M. Saleh Tiemokou. J'en passe, mais c'est les deux figures que je connais. Mais vous partez devenir des caca-bébis. M. Domelo, il dit qu'il ne va prendre part à ces élections. Madame Eivé, elle dit qu'elle ne va prendre part à ces élections-là. Finalement, moi, je ne comprends plus rien. C'est qu'Alassane Ouattara n'est pas un adversaire, c'est un ami à vous. Si vous partez participer à ces élections avec cette affiche, avec cette liste électorale, Alassane a gagné. Quelqu'un qui travaille à la CEI vous dit il y a près de 6000 personnes qui ne devraient pas figurer. Mais à cause d'un consensus, ils y sont. Et ça fait 20 ans. Pour que ça fasse 20 ans là. Si ça fait 20 ans là. Eux, ils sont 6 millions. 6 millions avec 8 millions. Et n'oublions pas que l'ancien premier ministre actuel de la Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire actuel, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelle fonction avait-il occupé en Côte d'Ivoire? Mettez-moi en commentaire. L'actuel premier ministre en Côte d'Ivoire, en exercice en Côte d'Ivoire, là. Quelle fonction il avait occupée? C'est quelle fonction il avait occupée? Dans quelle fonction vous l'avez connu? Vous l'avez vu? Mettez en commentaire. L'actuel premier ministre de la Côte d'Ivoire, là, Ebruni, soit salut mon frère. Vous l'avez connu où? Le monsieur qu'on dit ingénieur pour la chaussée, le docteur là. Vous l'avez connu où? Joie par joie là. Joie par morceau. Si tu veux monter, il faut descendre. Soit salué. C'est à la CEI, nous on l'a connu. On l'a connu à la CEI en tant que militant du PDCI.
RDA. Lui, il est militant du PDCI RDA. Est-ce que vous savez? Il n'a jamais été militant RDA. Il était militant du PDCI RDA dans la coalition politique RADP. C'est lui qui était le président de la CEI. Mais il est parti pourquoi? Il est parti après un audit. Il est parti à l'issue d'un audit. Le monsieur avait frauduleusement inscrit près de combien de milliers de personnes sur la liste électorale pour le compte du RDA, pas pour le compte du PDCI RDA. C'est pour cela aujourd'hui, là, sa reconnaissance, il est Premier ministre en Côte d'Ivoire. Lui, il avait déjà trahi Bédier. Il avait mis la liste électorale, il avait mis des militants qui pouvaient voter le RDA. Et Laurent Gbagbo a pris un décret. Laurent Gbagbo l'a renvoyé en plein midi, en sueur. Ce jour-là, son front, là, il y a eu son visage est parti derrière, tellement il avait honte. Donc lui, il n'a jamais digéré que Laurent Gbagbo l'ait renvoyé. C'est lui-même qui est le père de la tricherie, de la fraude sur la liste électorale. C'est lui le premier papa de la fraude sur la liste électorale. Et à ce moment-là, c'est Laurent Gbagbo qui était le président de la République de Côte d'Ivoire. Et lui, il a fait pour que Alassane devienne président. Maintenant, il est Premier ministre. Lui, maintenant, actuellement, il est Premier ministre. Il n'a pas oublié, comme on le dit en Afrique, le sorcier oublie toujours, les parents de la victime n'oublient pas. Lui, il a été victime. Donc, lui, il s'est dit que Laurent Gbagbo est là. C'est pas toi qui m'as humilié hier, qui m'a renvoyé que je suis voleur. Maintenant, je suis Premier ministre là. Mais c'est que je suis devenu grand voleur. Qu'est-ce que toi tu as fait? Lui, il ne peut pas permettre qu'il y ait audit. Tu veux qu'il perde son poste de Premier ministre? Ses avantages? Voilà la bêtise dans laquelle le RDA est. Il ne peut pas admettre qu'on vienne vérifier une liste. Il est Premier ministre encore, on va venir vérifier une liste qu'il y a fraude là-dessus. Vous pensez qu'il est bête? Voilà pourquoi le RDA refuse tant de faire un dialogue politique et de faire l'audit sur la liste électorale. Parce qu'on dit, ces personnes qui y figurent, c'est depuis 20 ans qu'ils sont là. Vous vous rappelez, Madinani, nombre d'inscrits, 6 000. Nombre de votants, 9 874 personnes. Madinani, nombre d'inscrits, 6 000. Nombre de votants, 9 774. Vous vous rappelez de ça, non? C'est-à-dire que le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants. Et c'est dans ça que vous voulez aller faire élection en Côte d'Ivoire. Alassane a gagné de facto. Si les élections devraient se dérouler là, Alassane a gagné de facto. Nous, on lui demande, au lieu que les élections aient lieu en octobre là, s'il est malin, et c'est ce qui va arriver, un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale, tous les partis politiques rentrent dans ce gouvernement-là, se partagent les portefeuilles clés du gouvernement. Alassane Dramane Ouattara n'a qu'un pouvoir d'observateur. Dissolution de la CEI, réorganisation de la CEI, dissolution comment on appelle, du président, dissolution des membres du Conseil constitutionnel, oui. Et changement dans la hiérarchie militaire. Tous les chefs rebelles doivent nullement occuper des postes de commandement dans l'armée ivoirienne. Et puis maintenant, pendant 6 mois, on va dans ce sens-là. Après les 6 mois, on organise des élections crédibles, démocratiques en Côte d'Ivoire. Aux élections, au premier tour, Alassane Dramane Ouattara tombe. Je mets quiconque au défi. Avec ce qui vous est fait comme analyse, un gouvernement d'union nationale, on se partage, les ministères de la Défense reviennent à l'opposition. Le ministère de l'Intérieur peut rester peut-être dans le main du gouvernement. Le ministère de temps en temps, ressources halieutiques, de temps en temps restant, le ministère de la fonction publique à l'opposition. Et puis on va, ministère de la communication à l'opposition. Et puis on partage les postes ministériels. Et puis on organise les élections. Je vous assure qu'au premier tour, vote Alassane Dramane Ouattara tombe. Parce qu'ils ont commencé. C'est que vous ne saviez pas. Vous ne suivez pas quand le RDS sort là. Tapotez le live. Envoyez un peu de bangouin. Excusez-moi une minute.
Donc, est-ce que vous comprenez? Si on fait ça, Alassane Dramane Ouattara tombe au premier tour. Il n'y a même pas besoin de coalition politique. Si on ajoute les élections présidentielles, et puis on met ça à 7 mois ou 8 mois, et puis tous les partis politiques, comme ce qu'ils ont fait à l'Inas Makoussi à Kléber. Je suis passé à l'Inas Makoussi, hein. Je suis passé, c'est une petite ville. Il y a un stade de rugby là-bas. J'y étais dans un métro. Il y a Paris-Saclay, il y a une université à côté où je suis parti. C'est là-bas qu'ils ont partagé le gouvernement de Laurent Gbagbo. Si pour Alassane Dramane Ouattara, on l'invite cette fois-ci à Moscou, ou au Burkina Faso, ou au Mali, on va les inviter là où ils sont partis faire la négociation. Quand Laurent Gbagbo était pour partager là, on partit là-bas avec eux. Et puis on partage le gouvernement, on partage le portefeuille ministériel. En tel enseigne que pendant les 6 mois là, à la fonction publique, le ministère de l'enseignement là, on enlève les professeurs bêtes là. Et puis on réorganise les choses comme il se peut. Et si tu es derrière la porte, tu passes et puis tu passes vite. Passe. Vous voyez, si on fait ça, ça sera trop bon. Ça sera une chose qui va aider les Ivoiriens. Je vous assure. Après ça, après le partage des portefeuilles ministériels là, on organise une élection en Côte d'Ivoire. Alassane paix. Pourquoi? Regardez. Ils sont partis à Séguéla. Tapez sur Internet. Mettez le recensement général de la circonscription de Séguéla. Tout le département de Séguéla, préfecture, toutes les préfectures de Séguéla. Demandez la population de Séguéla. Elle n'atteint même pas les 50 000 habitants. Est-ce que vous attendez? Ça ne peut pas dépasser les 200 000 habitants, 300 000 ou 400 000 habitants. Séguéla ne peut pas faire ça. Mais à Noloto, où il y a eu un meeting, au moment où le PPACI était à Abidjan, le journal Notre Voix et les canaux de communication du RDA a mis quoi sur les pages? Que à Séguéla, le RDA a pu mobiliser près de 500 000 personnes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on nous dit déjà, à Séguéla, là, le RDA a près de 500 000 votants. Il dit, on ne peut pas se foutre des Ivoiriens. Le calcul des fraudes électorales, là, se passe déjà en Côte d'Ivoire. Les calculs se passent déjà en Côte d'Ivoire. Sur vos yeux, on nous dit, à Séguéla, là, il y a près de 500 000 habitants à Séguéla que le RDA a réduit. Séguéla, 500 000 habitants. Soit salué le juge grave. 500 000 personnes à Séguéla. On nous a dit près de 500 000 personnes étaient à Séguéla pour le RDA, qu'ils ont fait fort. Quand le RDA recense ses militants à Paris, on dit qu'ils ont réuni près de 10 000 personnes à la place Stalingrad. Est-ce que vous comprenez le calcul du RDA? Parc d'exposition, près de 100 000 personnes. Au stade d'Mbimpe, près de 4 millions, 5 millions de personnes. Le RDA est dans un calcul qui présage qu'ils ont gagné les élections. Parce que c'est là qu'il connaît là. Peut-être si on dit 150 000 personnes à Séguéla, toute la région Séguéla, 500 000 personnes, c'est qu'il y a eu des vacanciers. Il ne le dit pas pour insulter. Hein. Parce qu'il y a eu des études en Côte d'Ivoire. Le nombre d'habitants dans la zone nord, la densité de la population est très faible. Ce n'est pas pour vous mentir. Hein. Ce que je dis est vrai. Quand vous voyez plusieurs personnes, une densité de population au kilomètre carré à Séguéla ou dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une injure. C'est qu'il y a une période de récolte, les mangues là, où il y a des périodes comme ça, de canne à sucre, à Borotoukoro, Touba, tout ça là. Il y a des jeunes qui y vont pendant les fêtes là, les vacances, pour aller chercher de l'argent dans ces zones là. Oui, ces zones là,
il y a certaines usines de canne à sucre ivoire. Vous verrez des gens, des ouvriers. Généralement, dans les années 99-2000, à Borotou-Koro-Touba, c'est ça les Guinéens là, qui venaient couper le complexe sucrier de Borotou-Koro. Ce sont les Guinéens, les Maliens qui venaient couper la canne à sucre là-bas. Ils brûlaient les parcelles et puis coupaient. Mais maintenant, c'est les jeunes Ivoiriens un peu qui vont chercher un peu d'argent là-bas. Et puis l'exploitation des mines ou des jugements, là. Il y a certains Ivoiriens qui y vont. Je connais des fonctionnaires. Quand on les affecte au nord, vers Séguéla, les policiers et gendarmes que vous voyez à Séguéla, Boaké, après avoir dépassé tout le seuil du nord, là, le centre nord, tout là, la majorité des fonctionnaires qu'on envoie là-bas, ils ne vont jamais à leur famille. Mettez que sur les tes menteurs. C'est une étude. La majorité des fonctionnaires qu'on envoie, et cela même s'est amplifié depuis la crise post-électorale, c'est resté dans les têtes. La majorité, depuis la crise même est venue encore, cela encore s'est amplifié encore. Avant, à cause du froid, les gens ne partaient pas trop à les enfants. Mais maintenant, depuis qu'on a eu la crise, tous les fonctionnaires, policiers, qui ne sont pas natifs du Nord, hein, policiers, gendarmes, eaux et forêts, militaires, et enseignants primaires, même médecins, quand on les envoie au Nord, même les magistrats, ils ne vont pas avec leurs membres de famille. Même je connais des enfants du Nord qui sont magistrats dans ces zones-là, ils ne vont pas avec leur famille. Quand il est demandé, mon gars, ah monsieur le magistrat, pourquoi tu n'es pas parti à ta famille? Yo, je suis ici, quand il n'y a pas d'audience, s'il n'y a rien, ou le commissaire, je me rabats chez moi là-bas. Après, il vient. Ma famille est à Abidjan, au moins je vais les voir une fois, et puis je viens quand ils ne sont pas de permanence. Donc le nord de la Côte d'Ivoire n'est pas peuplé. Je l'ai dit combien de fois? Le nord de la Côte d'Ivoire n'est pas peuplé. Les ministres que vous voyez là, la dernière fois, j'ai parlé avec une dame, Oprah. Et voilà, depuis, je suis en live, ça fait 10 heures, même mon objectif n'a pas été atteint. Ouais. Non, les Ivoiriens, vous êtes venus à moi. Depuis, je parle là, il y a eu 6 fleurs. Ouais, on peut faire ça. Au nord, là, ce n'est pas une injure. Merci, assez. Sois salut, mon frère. Au nord, donc, je parlais avec une fille qui est institutrice, directeur de l'école, et à Kouto. Kouto, c'est Konaté naviguer. Elle me disait comme ça que il y a eu un moment, le ministre ou le vice-président a voulu rendre visite à cette partie du nord là. Soit salut ma petite. Donc, il dit qu'il y avait des cérémonies, tout, et que c'est là, les ministres, Bruno Nabanekone, il est de là-bas. Hein. Bruno Nabanekone, il est de là-bas. Et Alpha Yaya, ils sont de ce couteau-là, ils partagent le périmètre là. Il dit que c'est là, des ministres sont partis construire chez eux. Je vous dis, Wallah, Bilatalaï. Il dit quoi? Elle dit, il y a des maisons de certains ministres, de certains directeurs de cabinet, de certains policiers, de certains gradés de l'armée là, qu'ils ont construit leur maison au bout de 3 mois, 4 mois, ils ont construit leur maison, leur petite résidence. Il dit, c'est vrai, ça? Elle dit, oui. Elle dit, c'est là que M. Bruno Nabanekone a profité de construire un complexe hôtelier plutôt, à Kouto, avec piscine à bord, tout. Quand il y a les séminaires des enseignants, des instituteurs, des professeurs de collège, lycée là, ils louent le complexe là, avec piscine, et puis ils vont là-bas. Mais elle dit qu'il y a des jours où tu arrives là-bas, l'hôtel là, c'est fermé, il n'y a personne dedans. Et puis cela me dit, mais c'est une fois ça fait. Puisque eux-mêmes, ils ne viennent pas ici, donc il n'y a personne qui dort dans ces hôtels là. Que c'est quand il y a peut-être des missions ou des cérémonies dans le nord qu'ils vont pour dormir dans ces hôtels là, qu'il n'y a rien. Elle dit même l'école là-bas, les écoles de là-bas là, les enfants là, ils sont en pleine classe et puis les parents viennent les enlever, ou soit les enfants décrochent, ils ne viennent pas à l'école. Donc comment on peut dire que il y a eu près de 500 000 personnes qui sont sorties une fois pour une cérémonie au nord? C'est un mensonge. Le nord n'est pas peuplé. Parce que ce n'est pas une injure. C'est un peuple qui est habitué à ce qu'on appelle à une vie nomade. Par comparaison, par analogie d'une étude expérimentale ou d'une étude, c'est plutôt une étude comparative, le nord de la Côte d'Ivoire est comme l'une des zones du Canada. Surtout la zone où vivent les Esquimaux, une zone de Sibérie, où au Canada, il y a une zone où il fait tellement froid, ou au Canada ou en Roumanie, où il y a des personnes qui habitent dans ces zones-là. Merci Joe. Et c'est des personnes vieillissantes. Quand vous partez généralement au nord de la Côte d'Ivoire, vous trouvez des femmes de 75 ans, 70 ans, elles ont vécu à Gagnoa, elles ont vécu à Daloa, les parents sont morts, il n'y a plus personne qui reste. Et puis oui, ces personnes retournent
soit des garçons, des vieux, ils retournent là-bas pour vivre. Donc souvent, vous arrivez au nord, il y a des cours communes dans certains petits villages qui arrivent, le vieux, il est assis seul, voilà, il appelle ses enfants à Bugan, quand il y a la cérémonie, on va le voir. Bon, chez eux, il y a une chose, moi je les salue pour ça, hein, c'est plus économique. Un parent décède, derrière eux, on l'enterre. Parce qu'ils ne conservent pas le corps comme nous. Non, ils ne sont pas nombreux au nord. Mais dans cette zone-là, nous, on nous dit à Séguéla, il y a près de 500 000 personnes qui sont venues à une cérémonie. C'est un mensonge. Au moment où je vous parle même là, même la résidence principale, parce que M. Ahmed Bakayoko s'est éloigné de la ville et puis il a fait un domaine paradisiaque, comme dans les films brésiliens qu'on regardait là. Comme on appelle là, les films brésiliens qu'on regardait à l'époque, des Ruby, là, des Marima, là. Le monsieur, le village, là, puis il vit dans un coin comme ça, éloigné du village. Et puis c'est un vaste terrain, là. Comment on appelait ça même dans les films brésiliens? Il oublie ça. C'est que le gars, le village là, un ranch. Merci. Voilà, les ranchs. Merci beaucoup. Comment on appelle notre frère, ranch, l'autre là, comment on appelle, Ahmed Bakayoko a fait pareil. Mais aujourd'hui, cette maison-là, si ces enfants qui ne vont pas nettoyer, il n'y a personne qui y vit. C'est des maisons comme ça, qui sont comme ça, on dirait des maisons hantées, dans le nord là. Il n'y a rien. Quand vous partez même aujourd'hui, même à Korogo, dans les familles de Bondé village là, les maisons, souvent même, c'est des vigiles qui vivent là-bas. Il n'y a personne dans les cours. Parce que eux, dans leur tête, c'est quelque chose de vrai. Hein? Il y a des choses, il y a des activités qui ne sont pas rentables là-bas. Donc eux, ils préfèrent venir. Quand vous voyez 10 immeubles à Gagnoua, c'est pour eux. Là-bas, c'est plus rentable parce que la population est concentrée là-bas. J'ai mon ami qui est aujourd'hui au nord. Il est cadre. Il n'est pas avec sa famille. Bon, vous voyez mon frère, quoi, Justin, il ne vit pas avec sa famille à Korogo. Parce que la crise post-électorale a laissé des séquelles. Ça, je vous dis. Pour lui qui dit, moi, là, même si tu es militant du RDA, tu es du Nord, il te dit qu'il faut monter. On va parler la vérité. On se dit, puis il va te donner des exemples des personnes. On se dit, aujourd'hui, quand vous arrivez à Boaké, tous les policiers qui sont à Boaké, ivoiriens, qui ne sont pas à leur famille, depuis l'affaire de Dagoulou, là, les gendarmes, là, il n'y a aucun gendarme ivoirien. C'est qu'on dit, les gendarmes, là, ils sont quoi, ils vont défendre la Côte d'Ivoire, là. Il y en a qui nous appellent, ils ne vont pas à leur famille à Korogo, ils ne vont pas à leur famille à Boaké, ils font tout. J'appelle près de 10 des amis, que je n'ai pas envie de citer le nom, mais qui sont des amis, officiers de gendarmerie, officiers de militaires, gendarmes. Mais quand tu appelles le gars, il dit, yo, je suis au week-end, ma femme et petite me voit aller retourner. Les enfants, non, mes enfants ne viennent pas ici. Parce qu'ils ont peur. C'est resté. Monsieur le peuple, je te dis la vérité, c'est resté dans leur tête. On ne peut pas leur enlever ça. C'est ce qu'on appelle un trauma post-traumatique. Un trauma post-traumatique. C'est des choses, c'est des événements, comment on appelle, plutôt un événement post-traumatique. Pardon, c'est le mot. C'est post-traumatique. C'est post-traumatique. C'est resté dans la tête des Ivoiriens. Oui, je vous dis vrai. Ça, ce n'est pas un débat. Il y a des policiers, gendarmes, militaires qui sont aujourd'hui dans le nord de la Côte d'Ivoire. Toute la zone occupée anciennement par la rébellion, ils ne vont pas avec les enfants. Non, non, ils ne sont pas avec les enfants. Quand tu appelles le gars, il prend une bouteille de gaz, sa famille reste. Ouais, c'est pour ça qu'il est aussi difficile à Abidjan, à certains policiers et gendarmes d'avoir des maisons. Parce que les gendarmes qui... si vous voyez que c'est vrai, les gendarmes qui habitent à Agban, qu'ils ont affectés donc au nord, ils négocient à ses chefs et puis la maison d'Agban où il ne paie pas l'eau courant, il reste. Et puis lui, il prend 25 000 francs, une petite maison au nord, à Mans, à Danané, tout ça, et puis il habite dedans. C'est comme ça qu'ils font. Les policiers qui sont dans les maisons baillées à Abidjan, ils laissent la famille à Abidjan, les enfants, et puis il est au nord, et puis chaque fin du mois, c'est lui qui vient quand il a les permissions. Les officiers, généralement, ils déplacent les femmes à la compagnie, et puis elle va, et puis elle revient. Ils ne peuvent plus aller là-bas. Ça, c'est resté dans la tête des Ivoiriens. C'est un trauma qu'Alassane n'a pas pu réparer. Voilà. Donc, pour vous dire en vrai que, enfin, l'ancien membre du FPI, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui était donc devenu ministre, était devenu l'un des partisans de Afin Guessan, que Afin Guessan a nommé donc pour son compte du FPI à la CEI, est lui-même revenu sur la question pour dire qu'il y a plus de 6 millions de personnes qui figurent sur la liste électorale qui véritablement n'ont pas cette habilitation, mais qui ne sont pas, qui ne devaient pas figurer, mais ils sont là parce que d'après lui c'est un consensus.
Bon, si c'est un consensus, parce que, il faut le dire, le consensus, à un moment donné, on peut venir dire que le consensus, il ne tient plus. Le consensus, à un moment donné, on dit non, on n'est plus d'accord. Un consensus n'est pas une règle juridique. Le consensus, ce n'est pas une règle juridique. Vous partez, vous signez à la mairie un carnet avec votre époux. On dit vous êtes marié pour le meilleur, pour le pire. Mais à un moment donné, quand vous êtes marié pour le meilleur, pour le pire, avant que pour le meilleur, le pire n'arrive là, il y en a qui divorcent. C'est un contrat, certes, mais c'est un engagement, pas des choses. Donc vous avez fait un consensus. C'est le consensus. On s'est entendu pour faire un consensus. Mais le même consensus, on peut se rétracter. C'est comme on dit en règle juridique, l'aveu est la reine des preuves. Mais ce n'est pas tout le moment que l'aveu est la reine des preuves. Il peut venir faire des aveux et puis à un moment donné, il me rétracte et dit ce que je vous ai dit là, c'est parce qu'il a bu assez de panaché. Donc, ce qu'il a dit hier que c'est moi qui t'ai volé là. Ton agent qui a perdu, il a dit qu'il a déclaré que c'est moi qui ai volé. Il a dit au policier, bah, du même policier que c'est pas moi qui t'ai volé. Monsieur le policier, ce qu'il disait hier là, il était en état d'ébriété. Moi, il a fini de parler, il a zaillé. C'est pas moi qui ai volé son téléphone. Si vous voulez chercher vos preuves, ce que je vous ai dit hier là, en détention, c'est parce que vous m'avez intimidé. Quand il y a vu votre lit là, il n'était jamais habitué à un policier. Donc quand moi il a dit oui, pourquoi vous me laissez en paix? Mais monsieur le policier, c'est pas moi qui ai volé. Je me suis rappelé que c'est pas moi qui ai volé. C'est moi qui ai fait l'aveu. C'est moi qui reviens là-dessus. C'est un consensus. J'ai dit oui à un moment donné. Ça ne m'arrange pas, il dit il ne veut plus. Revenons encore pour débattre. Comment on peut avoir une liste électorale près de 6 millions de personnes et puis on va dire d'aller voter? C'est en cela que Laurent Gbagbo vous dit. Il a dit en un mot, si vous sortez là, on va sortir. Allez prendre les zigéi d'Abobo, allez prendre les zigéi de Biakouma, des Zégrés-Zessou, allez prendre des zigéi, allez même réveiller John Pololo, qu'ils viennent, Boni RAS, prenez même notre papa qui est devenu Odu, prenez Dikoda Vincent, dites-lui pendant ce temps-là pour laisser l'église, pour venir rejoindre le mouvement zigéi. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Aïe. On dit femme enceinte. Et puis soit tu dis voici bout de serpent. On dit elle est enceinte et puis tu dis est-ce que tu as déjà vu le bout de serpent ça là? On dit elle est enceinte. Femme enceinte. Et puis c'est le bout de serpent qui va l'effrayer. Femme enceinte. Et puis tu dis est-ce que tu as déjà vu ce bout de serpent là même une fois dans ta vie? Elle est enceinte. Elle va accoucher. L'enfant qui va sortir là, il dépasse le bout de serpent. Et puis toi c'est le bout de serpent qui est effrayé. Ça fait quoi? Les Ivoiriens sont fatigués. Ils veulent leur liberté. Les Ivoiriens sont fatigués. Le dernier volet, Alassane Dramane a finalement compris. Hein. Donc il a rapatrié le corps d'Ali Nofassa. Les militants du RDR qui parlaient pour dire Ali Nofassa, il est Ivoirien au Burkinabé. Nous, on ne va pas donner son corps, les doses qui parlaient là. Alassane Dramane a rendu le corps. Vous n'êtes plus militant RDR. A doit donner le corps d'Ali Faso. Ah, le Burkina Faso là, que vous traitez des pays où il n'y a pas de sécurité là. Vous avez envoyé le corps là-bas. Donc Alassane obéit aux ordres du Burkina Faso. Vous n'avez pas dit qu'Ali Faso là, vous l'allez enterrer en Côte d'Ivoire. Non, on ne donne pas le corps. Il voulait tuer les Ivoiriens, puis on l'a gardé. Il est mort, et puis après on s'en fout. À l'une façon, son corps est parti au Burkina, c'est arrivé hier. Vous n'avez pas encore informé les militaires d'hier. Vous avez peur. Vous avez rendu le corps à Dama. On peut faire ça. Il y a des militants du RDR là, quand on parlait avec eux, pour leur dire que quand on dit binationalité là, il y a des gens en France ici. Ils sont ivoiro-français. Mais ils vont à la banque. Et puis ils signent assurance décès. Avec le rapatriement du corps. Il est français, il donne le papier français. Mais il dit, moi je suis ivoirien. Si je meurs là, il veut qu'on aille m'entrer dans mon pays. C'est mon pays de naissance, c'est mon pays. Je suis d'origine ivoirienne. Et puis le monsieur qui signe le papier, lui-même il est blanc, il est français. Mais le gars lui montre le papier français, le passeport français, et puis il dit, il signe mon assurance décès. Si je meurs là, après la mise à pied là, envoyez-moi auprès de mes parents. Je ne veux pas être entré ici. Et puis on le ramène dans son pays. Donc quand on a la binationalité là, Ivoiro-Burkinabé là, puis il dit, mettez-moi auprès de mes ancêtres là.
C'est sa dernière volonté. On appelle ça un testament. Le testament, c'est ça. C'est la dernière volonté que le monsieur a transcrite. Il dit, moi, le jour où il décède dans ce pays-là, moi, je veux qu'on aille m'enterrer auprès de ma mère. La parole d'un mort est toujours respectée. La parole d'un mort là est toujours respectée. Quand vous voyez souvent, là, quand vous êtes dans un corbier là, écoutez bien, quand vous êtes dans un corbier là, quand vous arrivez à un poste de police ou à un poste de gendarmerie et puis le corbier ralentit là, qu'est-ce que font les gendarmes ou les policiers? Ils font quoi? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que les policiers et les gendarmes font devant le corps? Quand vous êtes dans un corbier, vous arrivez à un barrage. Il ne parle pas des militaires, des gendarmes FSI là. Les vrais gendarmes, les vrais policiers formés là. Quand vous arrivez à un corridor, puis le corbier est en train de faire ping, ping, ping là. Quand vous partez là, les corps habillés là, ils s'arrêtent dans quelle position? Non. Ils saluent le corps, ils se mettent toujours au garde à vous. Ils saluent le corps. Ils se mettent à garde à vous et puis ils font comme ça. Parce qu'il faut saluer, il faut respecter la volonté de l'ultime départ, ça se respecte. Mon frère Verdoug, sont eux qui ont destitué le monsieur de la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas lui-même qui a demandé la destitution. C'est l'action vient d'eux. Lui, il a sa nationalité ivoirienne. Ce sont eux qui l'ont destitué de la nationalité ivoirienne. Donc même si on l'a destitué, même s'il avait la nationalité ivoirienne, mais si dans son testament il avait écrit, il a parlé une fois à sa femme, sa volonté pour dire, chérie, le jour où il meurt là, mon corps doit être au Burkina là. Sa femme seulement s'élève et dit, même il n'a pas écrit le papier, il dit, mon mari dit le jour où il meurt là, il faut qu'on doit le mettre au père de son père. Vous devrez appliquer ça. C'est la volonté d'un mort. Il ne va plus parler. Lui, il a dit quelque chose à quelqu'un. Toi, tu as fait quoi? C'est ça. Ça se respecte. Donc, Alino Faso est arrivé au Burkina Faso. Je pense qu'ils vont faire une autopsie. On peut faire autopsie contre autopsie. C'est ce qu'on appelle les contre-expertises. Ça s'est fait. Une contre-expertise, ça s'est fait. Mais maintenant, pour que les contre-expertises ne produisent pas effet, il y a des produits adéquats qu'on met dans le corps. Il y a certaines circonstances. Quand on a formalisé le corps, l'autopsie ne peut plus produire de résultats. Il y a certains produits. Quand on injecte dans un corps, l'autopsie ne peut rien donner comme produit, comme résultat attendu. Je vous le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Moi, celle qui m'a dit ça, c'est la professeure qui est partie à la CPI pour témoigner contre Laurent Gbagbo. Quand elle me formait, elle m'a dit ça. Madame Yapo, AT, c'est elle qui m'a dit ça. Elle dit, il y a des produits, quand on met dans le corps, tu es fatigué? Tu es fatigué? Il y a des produits là, qu'on met dans le corps et puis ça ne donne plus rien. Donc, il est dû au peuple burkinabé, même si vos analyses ne révèlent rien, ce n'est pas grave. Mais nous, on sait que cette mort-là, elle n'est pas du tout naturelle. Je le dis et je n'ai pas peur. J'apporte ma compassion au peuple burkinabé. Et je dis et je signe. Cette mort-là, de ma part, elle n'est pas naturelle. Parce que le lieu où on annonce le décès du monsieur, d'abord n'est pas le lieu habilité. Là où on nous a dit, allez nous faire mort là, ce n'est pas là-bas qu'il devait mourir. Non, le lieu seul de son décès dénote de plusieurs choses en Côte d'Ivoire. Dénote que notre État ne va pas si bien. Du moment où un civil meurt dans un lieu de détention où on devrait détenir quand même un gendarme en formation, un militaire en formation, parce que souvent les gendarmes, les jeunes gendarmes qui sont admis à un concours de gendarmerie pour première année, généralement les militaires que vous voyez, les gradés des militaires ou les sous-officiers militaires, là même viennent les former aussi. Parce que les gendarmes et les militaires sont dans le même ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense.
Donc souvent, les gendarmes là sont formés dans leur BCP, ou bien comme formation de base militaire là. C'est souvent les militaires même qui viennent les former. Donc on pourrait me dire qu'il y a un militaire qui est détenu pour faute grave pendant la formation à l'accord de gendarmerie et puis il a décédé. Parce que dans les accords comment on appelle, militaires et formation militaire, il y a toujours dans les casernes militaires, ou à l'école de police, tout et tout, il y a toujours des lieux de détention préventive ou de sanctions disciplinaires pour tous les policiers, et à l'école de gendarmerie c'est pareil. Il y a toujours des lieux de détention, des mises à pied de certains gendarmes policiers. Donc si on me disait qu'Ali Faso était formateur gendarme ou était formateur militaire, s'il mourait là-bas, on peut dire, dans le cadre de son activité, il est mort. Ou, excusez-moi, c'est plus fatigué. Ou on pourrait dire, Ali Faso est mort à l'école de gendarmerie parce que le tribunal militaire, le procureur ou le commissaire du gouvernement, parce qu'on parle de commissaire du gouvernement, on parle de commissaire militaire, qui est aussi le rôle de procureur militaire, a donc attrapé M. Ali Faso pour le juger. Mais il n'a pas été face à une procédure militaire. Si l'affaire qui lui a été reprochée, certainement, était une affaire avec l'implication de militaires ivoiriens ou gendarmes, on pouvait dire, bon, on va l'extraire de sa prison là, pour l'envoyer à l'école de gendarmerie, pour que là, il soit attendu avec les militaires qui ne peuvent pas se déplacer pour aller dans une prison civile. Là, au moins, on pouvait comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Donc, j'ai dit au peuple burkinabé de porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire, d'abord sur la base de ces biais-là, de ces erreurs-là, de procédure. Voilà. En attendant les résultats donc, des analyses, l'État burkinabé peut se constituer en partie civile. Ou même en temps pour, voilà, qu'on dit, parce que l'État burkinabé est ce qu'on appelle une entité morale. Donc une entité morale ne peut pas venir porter plainte, mais elle peut confier, léguer donc ses droits en se constituant en partie civile à, comment on appelle, à leur représentant légal, un avocat, tout qui peut donc faire une saisine devant d'autres juridictions pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sortie malheureusement de la Cour africaine des droits de l'homme. Il ne sait plus à quel... bon, le Burkina Faso ne fait plus partie de la CEDEAO, donc il ne sait pas par quel mécanisme le Burkina pouvait donc saisir, mais le Burkina peut saisir d'autres tribunaux contre la Côte d'Ivoire pour juger cette affaire-là. Donc il n'y a qu'au peuple burkinabé pour aller nous Faso. Maintenant, la dernière nouvelle, c'est d'écrire félicitations à ma tata Anna. Tata Anna s'est mariée. Tata Anna s'est mariée. Tata Budozer s'est mariée. Écrivez félicitations. Maman Budozer s'est mariée. Maman Budozer s'est mariée au moment où les militants du LDR disent ne pas croire aux révélations de Guéni Pacheco. Est-ce que vous comprenez? C'est à quoi ça dit félicitations? Écrivez félicitations. Le RDR dit que Guéni Pacheco est atteint mentalement, il est malade, que c'est un mendiant. Comme le RDR a refusé de lui donner l'argent, il vient dire des inepties, des bêtises sur la toile. Alors que Guéni Pacheco nous a dit que Maman Budozer avait pour copain le DG du port de San Pedro, la Misana. Est-ce que vous savez que Maman Budozer s'est mariée à la Misana il n'y a pas 3 jours? Maman Budozer s'est mariée à la Misana il n'y a même pas 3 jours. Oui, la Misana qui est le DG du port de San Pedro a marié finalement Anoloto. Alors que quand Guéni Pacheco nous disait que Anoloto sortait avec la Misana, les militants du RD ont dit que Guéni Pacheco est malade, c'est un menteur, c'est un faux type. Il ment. Mais finalement, Mme Anoloto est officiellement épouse de la Misana, DG du port de San Pedro. Est-ce que ça va être oublié? Donc ceux qui croient que souvent les révélations de Guéni Pacheco là sont infondées là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là? Guéni Pacheco nous a dit que l'ami Zana là, il est l'époux ou le copain
de Madame Anne Oroto, Maman Bidouze. Maman Bidouze, là, allez regarder sur la page de First Magazine. First Magazine a pris une image du mariage de Maman Lamy, de Madame Anne Oroto et Monsieur Lamy Zana. Ils ont tiré la photo. Elle s'est mariée dans une belle petite robe blanche. Maman s'est mariée. Maman Bidouze a mis ses bras dehors. Et puis elle s'est mariée. Donc Guénou Patioko ne ment pas. Voilà la conclusion. Bonne soirée à tous. Que Dieu nous garde. Et puis demain est un autre jour. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas quelqu'un qui a posé des questions. Donc c'est bon. Ibrahim Yoda. Oui, maman la mise en œuvre, maman s'est mariée. On attend le 25, non? Le 25, c'est lundi. Pour le dépôt de... C'est quoi, le 25, non? Dépôt de candidature, le délai, c'est quand? À la CEI, là. C'est jusqu'à la fin de ce mois-là. Il a appris que pour tonton Roland Le Benguis, là, lui, c'est pour le... Roland Le Benguis, on dit, il pose pour lui le 26, non? Roland Le Benguis va poser sa candidature le 26. S'il finit de déposer son dossier de candidature, on verra bien quand est-ce que nous on va les poser pour nous. Roland Le Benguis va déposer pour lui le 26. Vous savez de qui il parle? Roland Le Benguis. Il n'y a pas long pour lui. Allez, ciao.